Bon, bonjour. Vous m'entendez là? Oui, ça va? Donc, je vais vous parler d'abeilles, de notre abeille et puis de l'effet de ces modifications du changement climatique et du réchauffement climatique. Et qu'est-ce que ça peut faire pour nous, pour nos abeilles? Et voilà, une grande question. Voilà, on sait que nos abeilles subissent beaucoup de stress, comme vous le savez. Des stress environnementaux, les pesticides, la modification du paysage. Vous voyez, dans ce grand champ en Beauce, il n'y a plus de place pour nos abeilles, hein, sauf pour aller les transhumer sur le colza ou sur le tournesol. Mais si vous laissez vos colonies d'abeilles là, eh bien, elles vont forcément mourir de faim si vous vous en occupez pas très bien. Donc ensuite, un problème de nutrition de plus en plus. Nos abeilles sont mal nourries, en partie parce qu'on modifie les paysages. Et puis la batterie de pathogènes, prédateurs, maladies, varroa, le frelon asiatique, etc., qui est de plus en plus problématique avec des nouveaux prédateurs, le frelon, mais avant on avait le varroa. Tout ça, ça nous est arrivé depuis à peu près 40 ans. Tout ça, ça évolue aussi. On a des virus qui sont liés au parasitisme de varroa. Ces virus, ils évoluent énormément et très rapidement. Ça, on oublie de le dire souvent. Eh bien, tout ça. Alors, il y a aussi les activités apicoles. Là, je l'ai mis parce qu'effectivement, si on s'occupe mal de nos abeilles, surtout des abeilles qui sont un peu fragiles, eh bien, elles vont mourir. Si on ne les traite pas contre le varroa, elles vont mourir. Et donc, ça peut arriver que les méthodes apicoles interagissent dans ce phénomène de déclin des abeilles. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le climat, voilà, les modifications du climat. Alors, comme on vient de le dire, merci beaucoup pour ce brillant exposé, le climat change actuellement. Et donc, la grande question, c'est de savoir quels sont les effets sur les abeilles, sur ces modifications de climat. Alors, modification de climat, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmentation de la température, ça veut dire modification des saisons, modification des précipitations aussi, et puis augmentation de la fréquence des éléments climatiques sévères. Et ça aussi, on le vit malheureusement. Et tout ça, ça amène une désynchronisation avec l'environnement, modification de la qualité des ressources, un problème d'hivernage aussi éventuellement pour nos abeilles. Et puis quels effets ça a sur la prévalence et les interactions avec les parasites, les pathogènes, les virus, etc. Voilà un petit peu ce qu'on va se poser comme question. Donc les impacts du changement climatique sur nos abeilles, on peut les voir de plusieurs façons. D'abord directement au niveau des abeilles, soit de la colonie d'abeilles, soit de l'abeille au niveau individuel. Quels vont être les changements de comportement d'une abeille individuelle. On peut les voir aussi en termes de modification de l'environnement floral des abeilles, mais je crois qu'on a un exposé cet après-midi, donc je vais pas en dire grand-chose. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des interactions avec les maladies, les pathogènes, les prédateurs? Et puis ensuite, au niveau de l'apiculture, quels seront les effets et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse éventuellement? Mais je pense qu'Étienne, il vous en parlera mieux que moi cet après-midi. Voilà, alors regardons les impacts au niveau des abeilles. Alors d'abord au niveau individuel, eh bien, vous le savez, vous êtes apiculteur. Quand il y a des modifications de météorologiques, eh bien, nos abeilles, elles vont réagir. Quand il pleut, par exemple, eh bien, les abeilles ne sortent pas parce qu'elles ne peuvent pas sortir. Et vous avez connu, alors moi je suis de la Sarthe, hein, j'ai des abeilles depuis 50 ans dans la Sarthe. Eh bien, depuis une dizaine d'années, on a des, je ne sais pas vous, ici en région parisienne, je crois que c'est il y a 4-5 ans, on a eu vraiment un climat qui était génial pour l'acacia.
Et là, on s'est gavé en acacia. Et puis l'année d'avant, il a plu, il a plu, il a plu. Et puis, comme je suis... oui, alors je me présente, je suis Yves Lecomte. Je suis chercheur à l'unité INRA d'Avignon. Et voilà, et depuis, je travaille là à l'INRAE. On parle d'INRAE maintenant depuis 40 ans. Et puis, j'ai des abeilles dans la Sarre depuis 55 ans ou un truc comme ça. Enfin bref, j'en ai depuis que je suis tout petit. Voilà, et donc, si vous voulez, depuis quelques années, voilà, je vous ai parlé de l'acacia où on s'était gavé, je crois que c'est il y a 4-5 ans. Et l'année d'avant, dans la Sarthe, il avait plu, mais... et donc, moi, comme je travaille à côté d'Avignon, je ne peux pas venir toujours dans la Sarthe. Et cette année-là, eh bien, j'étais venu, il avait plu pendant 2 mois et demi, je crois. Ça a été catastrophique. Et pourtant, il y avait des fleurs, il y avait tout ce qu'il fallait, mais les abeilles, eh bien, elles ne pouvaient pas sortir. Et j'ai trouvé au mois de... C'était mi-mai, des abeilles, des colonies qui étaient bouffées de loques européennes. Et j'ai dû en détruire quelques-unes tellement elles étaient infestées. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Et puis, celles qui étaient à peu près belles, je les ai laissées tranquilles. Il a commencé à faire chaud. Et un mois après, au mois de juin, ça y est, elles étaient redevenues belles. Voilà. Et là, vraiment, l'effet du climat sur les abeilles, dans la Sarthe, moi, je l'ai vécu de façon forte ces 10 dernières années. Voilà. Et puis, quand il fait trop chaud, elles vont butiner, mais elles vont trouver beaucoup moins de choses à butiner. C'est une chose, mais au niveau individuel, votre butineuse, au lieu d'aller butiner du nectar ou du pollen, elle va également aller butiner de l'eau. Et donc, pendant ce temps-là, elle n'ira pas butiner sur le nectar. Et puis, elle va modifier son comportement parce qu'il va falloir qu'elle refroidisse le couvain quand il y a encore du couvain qui reste bien à 34-35 degrés. Et donc, tout ça, ça demande un effort non seulement à cette ventileuse que vous voyez à la sortie de la colonie, mais à un bon nombre d'abeilles qui vont développer de l'énergie pour tout simplement refroidir le couvain de la colonie. Voilà, alors ça, c'est... je vous ai mis ça, c'est en abscisse, c'est les années. Et en ordonnée, vous avez l'âge au premier vol de propreté de nos abeilles. Eh bien, vous voyez que nos abeilles, elles commencent à sortir pour leur vol de propreté beaucoup plus tôt qu'il y a 50 ans. Enfin, je ne me rappelle plus de l'échelle parce que je ne vois pas assez bien. Mais voilà, et ça, c'est une tendance qu'on a. Ça peut vous intéresser. On a fait aussi, pour répondre à cette question de l'activité des abeilles lors de vagues de chaleur, donc à Avignon, on a un rucher couvert. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des colonies à l'extérieur, et puis on a en été, et puis à l'intérieur en été. Et on a fait des vagues de chaleur de plusieurs heures à 40 degrés. Et puis on a regardé comment se comportaient les abeilles, comment elles allaient butiner. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu bien que les abeilles butineuses, elles ramènent autant de pollen que les autres. Par contre, vous avez un certain nombre d'abeilles qui butinent, mais qui reviennent à vide. Eh bien, quand vous mettez ces vagues de chaleur, vous voyez les petits soleils là, eh bien, il y en a beaucoup moins qui reviennent à vide. Et puis, il y en a beaucoup plus qui vont chercher de l'eau. Et puis, en termes de nectar, il y en a à peu près le même nombre qui reviennent avec le nectar. Donc, ça veut dire que vous avez une mobilisation des abeilles qu'on appelle les réservistes, qui sont là pour assurer la plasticité de la comportementale de la colonie, et bien qui vont être mobilisés pour gérer ces problèmes d'approvisionnement en eau. Voilà. Alors, je vous ai mis ce graphique parce que ça va intéresser les apiculteurs les plus âgés.
parce que c'était une expérimentation qui a été faite par Louveau. Certains d'entre vous l'ont connu à Bure-sur-Yvette, Jean Louveau. Et alors, à l'époque, à l'INRA, on avait des ruchers expérimentaux en Provence, à Avignon, où je travaille. Il y en avait dans les Landes. Et puis, il y avait aussi la station de Bure-sur-Yvette qui avait ses colonies, etc. Alors lui, il a eu l'idée d'aller voir à quelle époque se développait le couvain de ces colonies. Et il a vu que ce n'était pas du tout la même époque. En particulier en Provence, eh bien forcément, elle se développe beaucoup plus tôt que les autres. Là, on a vraiment, nous, on a quelquefois 7 de couvain là actuellement, en ce moment, sur certaines colonies, alors que dans la Sarthe ou ici, c'est pas ça, quoi. Donc bon, il y a un effet climat, d'accord. Et puis vous voyez aussi ce qui est intéressant, c'est dans les Landes. Dans les Landes, alors, elle se développe au mois de juillet-août, le couvain, d'accord. Et ça, c'était il y a 50 ans qu'il a fait ça. Et pourquoi? Parce que dans les Landes, il y avait principalement la récolte de calunes, ou de bruyères. Et donc, en fait, il a montré qu'on avait dans chaque région des écotypes, c'est-à-dire c'était avant qu'on importe et qu'on fasse tout et n'importe quoi avec nos abeilles. Donc, il y avait dans chaque région des écotypes qui étaient bien adaptés à leur environnement. Et il a eu l'idée de prendre des colonies des Landes, de les mettre en Île-de-France et vice-versa, etc. Et qu'est-ce qu'il a observé? Eh bien, c'est que quand il importait les abeilles des Landes à l'époque, à Bure-sur-Yvette, eh bien, elles gardaient ce cycle, c'est-à-dire elles se développaient comme si elles attendaient la mielée de lavande, de calune. Voilà. Donc, c'était des écotypes qui étaient vraiment adaptés à leur environnement. Il l'a prouvé comme ça. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ça n'intéressait pas grand monde. Et puis, maintenant, avec ces histoires de climat et tout ça, et de conservation des abeilles, les vieux travaux de Louveau sont ressortis vraiment de façon formidable, quoi. Voilà. Alors, parlons maintenant de effet du climat sur les ressources disponibles. Alors, la question, c'est est-ce que le climat influence le développement des fleurs et la production de nectar et de pollen? Oui. Et puis, ensuite, est-ce que le développement des fleurs et la production de nectar et de pollen influencent le butinage et le développement de la colonie? Bien entendu, vous savez que oui. Alors, par exemple, pour le butinage de nectar, quand il fait plus sec, vous avez moins de nectar. Ou ceux qui vont sur les sapins, vous avez moins ou pas de pucerons, donc pas de miellat, etc. Mais quand il fait très sec aussi, en tout cas en Provence, on a du miellat de chêne vert. Alors que quand il ne fait pas très sec, on n'a pas le miellat de chêne vert. Donc vous voyez, à chaque fois, ce n'est pas du noir et blanc. Heureusement, parce que ça permettra sans doute à la nature de s'équilibrer. Alors nous, on a beaucoup ça aussi sur la lavande. À Avignon, on va sur le plateau de Valençol, on va en Drôme provençal, etc., chercher de la lavande. Eh bien, la lavande, si vous n'avez pas eu un bon orage avant la floraison ou pendant la floraison, vous faites rien. Et donc, ça, on le sait, c'est un pari qu'on fait. S'il y a eu une bonne ondée, on va se gaver de lavande. Et sinon, vous pouvez avoir des champs magnifiques avec des fleurs de partout. Les abeilles, elles vont rien faire, quoi, parce que le nectar ne monte pas dans la fleur. Et puis, à l'opposé, trop de pluie. Alors vous le savez, en région parisienne, c'est comme dans la Sarthe. Si vous avez de la pluie au moment de la floraison de l'acacia, non seulement les abeilles elles vont pas butiner, mais en plus ça lave les fleurs et puis la récolte est plombée, quoi. Même chose sur le miellat, la pluie ça peut laver ce miellat et donc plus rien à manger pour les abeilles.
Bon, alors ça, c'est des courbes que je vous ai données sur la production de nectar sur les fleurs. Alors, il y a plein de petits graphes. Là, je vois plus assez, mais l'idée, c'est de dire qu'il y a une température optimale qui est entre 25 et 30 degrés pour la production de nectar dans les fleurs. Par fleur, etc. Et c'est ce que ça veut montrer sur deux espèces de fleurs qu'on avait sélectionnées à l'époque. Et que l'idée, c'est de dire que si vous êtes trop bas en température ou trop en température, eh bien, le nectar va être beaucoup moins produit ou avec une qualité en termes de sucre dans votre nectar qui sera moins importante. Voilà, alors regardons le butinage de pollen. Là aussi, vous le savez, le butinage de pollen, quand il fait sec, il y a moins de pollen de produit par la plante parce qu'elle souffre. Et puis, quand il pleut, non seulement, encore une fois, elles ne vont pas butiner, mais ça peut laver les fleurs de son pollen. Et c'est très embêtant. Et notamment avec cet épisode dans la Sarthe que je vous avais raconté il y a 5-6 ans, où finalement elles ont chopé la loque européenne parce qu'elles n'allaient pas chercher de pollen. Le pollen, il est très important pour la santé et pour l'immunité des colonies d'abeilles. Alors ça, c'est particulièrement embêtant à l'automne. Le pollen d'automne, il est très important, vous le savez pourquoi? À cause de la fabrication de ces abeilles d'hiver. Les abeilles d'hiver, elles sont quand même incroyables actuellement, parce que ces abeilles, elles sont nées à l'automne ou en fin d'automne, donc elles ont plusieurs mois. Bon, elles sont vieilles, vous voyez, et c'est comme si, moi, il fallait que je recommence à avoir 5 enfants. Je dis, ouais, mais j'ai plus trop la pêche, quoi. Mais elles, c'est ce qu'elles font. Là, elles vont redynamiser la colonie, refaire du couvain, aller chercher du pollen sur les noisetiers, etc. Mais c'est une prouesse, on n'y pense pas, mais c'est une prouesse. Donc vous imaginez que ces abeilles, si elles ont été mal nourries à l'automne, elles ne vont pas avoir la pêche, entre guillemets, pour aller redynamiser la colonie en sortie d'hiver. Donc c'est très important qu'il y ait une bonne récolte de pollen à l'automne, notamment sur le lierre, parce que je vous l'ai mis là. Et voilà, et à Avignon, on le voit bien, il y a du lierre comme partout, mais il fait souvent sec à l'automne, et donc elles vont très peu sur le lierre, et là, c'est problématique, quoi. Voilà, alors influence de la température sur le pollen de la tomate. Donc là, vous voyez les courbes, c'est en fonction de la température. Alors la température en noir, c'est une température normale. Et puis en blanc, c'est une température qui est trop élevée. Donc vous voyez le premier graphe, c'est le nombre total de grains de pollen produits par la plante. Donc là, ça vous montre bien qu'un effet de température diminue le nombre de grains de pollen de la plante. C'est ce que je venais de vous dire préalablement. Ensuite, vous avez un effet sur la germination des grains de pollen, c'est-à-dire que quand il fait trop chaud, les grains de pollen ils vont pas germer, et c'est très embêtant pour la fécondation. Et puis ensuite, il y a quoi? Je ne me rappelle plus. La viabilité de ces grains de pollen, eh bien, elle diminue en cas de température trop forte. Voilà. Alors, je vous ai mis ça aussi parce qu'on parle, là vous le voyez bien, qu'il ne faut pas qu'il y ait de trous dans la production de fleurs pour les abeilles. Et on entend parler de plus en plus. C'est-à-dire, nous, si on est par ici, finalement, on n'a pas trop de problèmes parce qu'il y a beaucoup de bocage, etc. Et globalement, à partir dans ce moment jusqu'au mois d'août, les abeilles, elles auront toujours quelque chose à butiner. On est d'accord ? Par contre, si vous les mettez un peu dans la bosse, c'est le cas inverse. Là, ils vont se gaver sur le colza. Et puis, si vous les laissez là, elles vont mourir de faim.
Donc il y a des gaps, quelquefois, il y a des moments où les abeilles, elles ont plus rien à manger. Et là, ça peut être problématique. Et donc on voit ces courbes ou je ne sais pas si on appelle ça une courbe, mais de phénologie. Et donc vous voyez, chaque couleur, c'est une espèce florale. Et puis tout autour, là, vous voyez les mois de l'année. Et donc, eh ben, vous pouvez voir qu'au mois de mai, par exemple, vous allez avoir telle et telle et telle espèce florale. Et donc, si vous êtes dans un environnement bien particulier, vous pouvez essayer d'établir la phénologie des végétaux qui vous entourent. Et vous verrez que peut-être au mois de tel mois, vous avez un gap. Et là, vous n'avez plus rien à manger pour vos abeilles. Donc là, soit vous plantez des champs de fleurs, soit vous plantez des arbres, soit vous leur donnez ce qu'il faut pour qu'elles continuent à survivre convenablement. Alors, je reviens sur ces écotypes-là, et notamment celui de la calune, parce que finalement, si on a une augmentation de la chaleur sur la calune, qu'est-ce que ça peut faire Eh bien, ça peut faire que les écotypes d'abeilles locaux qui devaient se développer plutôt au mois de juillet-août, si la floraison de la calune est avancée, les abeilles ne vont pas forcément avancer leur développement. Vous voyez, donc il va y avoir un décalage. Mais rassurez-vous, on a tellement pollué les abeilles en important des sous-espèces étrangères que ce n'est pas vraiment un problème. Par contre, ça va être un problème si il fait tellement chaud qu'il n'y a pas de récolte de calune. Alors là, les abeilles, elles vont souffrir. Alors, vous allez me dire, mais les abeilles, finalement, elles ne souffrent pas, puisque il y a quoi ? Disons 99% des colonies d'abeilles sont dans les mains des apiculteurs. Donc les apiculteurs qui sont dans ces régions de calune, ils ne sont pas idiots. Ils vont transhumer leur colonie dans des endroits qui sont plus favorables, où ils vont transhumer leur colonie comme ça. Mais si c'est des apiculteurs amateurs qui ne savent pas trop comment faire, puis qui n'ont pas du tout envie de faire ça, là, il va y avoir un gros problème. Alors, un cas extrême, c'est ces abeilles du Sahara. Donc, c'est la même espèce que la nôtre, mais c'est une autre sous-espèce. Donc, ils vivent dans les oasis et ils vivent bien avec, vous voyez, les apiculteurs s'en occupent, etc. Mais s'il y a des réchauffements climatiques tels que ces oasis disparaissent, eh bien, il va falloir que les apiculteurs les enlèvent et puis les emmènent dans des endroits plus favorables. Et si on ne le fait pas, ces sous-espèces vont disparaître. Oups. Alors même chose, un petit peu différent, ça c'est au Brésil, la région de Piauí. Et donc là moi je peux vous le dire parce que j'ai été invité dans cette région-là. Et là, les apiculteurs, depuis à peu près au moins 10-15 ans, il faut qu'ils abreuvent leurs abeilles. Donc c'est l'abeille, comment dirais-je, agressive, là, africanisée. Donc ils ne traitent pas contre le varroa, je peux vous le dire, parce qu'en plus ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont pas de quoi acheter. Donc les varrois, ils en ont, mais ce n'est pas ça qui font mourir leurs abeilles, c'est le manque d'eau. Donc l'été, il fait tellement chaud qu'il faut qu'ils abreuvent leurs abeilles. Et si ils oublient de le faire ou s'ils ne peuvent pas le faire, eh bien, carrément, leurs abeilles, elles meurent de faim, quoi. Alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, ils n'avaient pas besoin de faire ça. Alors, on dit que... voilà, je vais essayer de ne pas être trop négatif ou trop alarmiste. Et en fait, je ne le serai pas, vous verrez finalement. C'est qu'on a de la chance avec notre abeille Apis mellifera. C'est que, effectivement, si on ne peut plus en mettre dans le désert, etc., par contre,
dans le nord de l'Europe et dans les régions de l'hémisphère sud, bien au sud, là où il n'y a pas d'abeilles parce qu'il fait froid. Par exemple, en Suède, vous avez des abeilles jusqu'à la moitié de la Suède parce qu'après, il fait tellement froid que c'est plus possible pour elles de subsister. Donc peut-être avec le réchauffement climatique, ça va créer de nouveaux espaces pour les abeilles. Voilà, et donc si vous voulez, vous pourrez migrer au nord de la Suède et faire de l'apiculture. Voilà. Alors, changement climatique et nutrition, c'est important. Alors, pourquoi la nutrition, c'est important? C'est surtout en termes de pollen, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut que le pollen soit de qualité, mais aussi il faut plusieurs types de pollen. Et donc ça, on a travaillé au laboratoire pas mal d'années là-dessus pour montrer, par exemple, que quand vous mettez plusieurs types de pollen ensemble, eh bien, les abeilles, elles vont être en meilleure santé. Hein, et elles auront une meilleure immunité sociale, des corps gras qui sont plus développés et une meilleure immunité individuelle aussi. Donc ça, c'est très important. On a regardé aussi que le pollen agit sur la survie des abeilles. Ça, c'était en conditions contrôlées de cagette et en fonction de la quantité de pollen. Vous voyez en bas à gauche, c'est le cas extrême, vous ne donnez pas de pollen. Et puis en haut, à la courbe du haut, c'est vous donnez le maximum de pollen à des abeilles. Bien, vous voyez que la survie est bien différente. Alors ça, c'est la même chose, mais en conditions de terrain, sur des colonies qui sont placées sur le terrain. Et vous voyez que quand elles ont ce qu'il faut comme pollen, eh bien, elles vont survivre beaucoup plus longtemps que les autres. C'est la courbe de droite. Et puis ensuite, elles vont aller butiner plus tôt, et puis elles sortiront également plus tôt que les autres. Alors, on a essayé aussi d'intégrer un parasite, c'est le noséma. Donc, vous voyez sur la gauche les courbes de survie des abeilles quand on leur donne du noséma. Quand on ne leur donne pas de noséma moins. Hein, et chaque petite courbe, c'est des pollens différents qu'on leur a donnés, des pollens purs différents. Et vous voyez qu'en fonction de ces pollens, sauf le pollen de cyste, parce que vous le savez peut-être, les cystes, on en a beaucoup, nous, dans le Midi. Alors, elles se gavent de ce pollen-là, elles se roulent dedans, mais ce n'est pas un pollen qui est forcément très, très intéressant pour les abeilles. Par contre, les autres, vous voyez, il n'y a pas de différence sur la survie des abeilles. Par contre, quand vous mettez le noséma dans ces cagettes d'abeilles-là, vous voyez que ce n'est pas du tout le même scénario. Vous avez un effet de la survie du pollen qui est marqué et qui permet justement aux abeilles de mieux survivre, et notamment avec le pollen de ronce. Le pollen de ronce a été notre meilleur pollen sur la survie, et on a fait d'autres tests. Voilà, quand elles vont sur les ronces, c'est très bien. Et nous, on a de la chance souvent d'avoir des massifs de ronces par ici. C'est bien quand il ne fait pas trop chaud. C'était l'année dernière, il a fait chaud aussi sur les ronces. Et ça, on l'a aussi vérifié en termes de colonies en conditions de terrain. Voilà. Alors maintenant, réchauffement climatique et santé des abeilles vis-à-vis des pathogènes et des parasites. Alors, bien entendu, on pense que les relations hôtes-parasites, hôtes-pathogènes vont changer à cause de ça. Alors, je vous donne quelques exemples. C'est le varroa. Alors, le varroa, on va dire, s'il fait plus chaud, il va se reproduire plus. Et donc, s'il fait plus chaud, on aura du couvain plus longtemps dans l'année. Et donc, le varroa, il va se reproduire plus. Oui, si on dit ici, par exemple. Mais à Avignon, par exemple, s'il fait plus chaud,
Déjà qu'au mois d'août, on n'a pratiquement plus de couvain à Avignon, parce qu'il fait tellement chaud. Donc s'il fait encore plus chaud, ben, finalement, on ne sait pas trop si ça ne sera pas défavorable aux Varrois. En tout cas, de toute façon, il y aura un effet. Alors, il y a un effet aussi sur Ascosphaera. Ça, vous le savez, dans des pays humides comme ici, eh bien, si vous mettez vos colonies dans des endroits qui sont trop humides, eh ben, elles vont attraper du couvain plâtré, Ascosphaera, etc., beaucoup plus facilement. Et souvent, il suffit de les changer d'emplacement, de les mettre plus sur une hauteur ou, pour que ça change, quoi. Alors, Nosema. Alors, avant, on avait Nosema apis. Hein, Nosema apis, il y en a plus. Quand on le cherche dans nos colonies, il a été remplacé par Nosema serrana. Et on pense que on est à peu près sûr que le Nosema serrana, il est venu des abeilles du sud-est asiatique. Donc, bref, on l'a depuis un certain nombre d'années. Et ce Nosema serrana, ben oui, contrairement à Nosema apis, il aime bien la chaleur. Donc, plus il aime bien la chaleur. Donc, quand il fait froid, il se développe moins bien que Nosema apis à l'époque. Alors, d'autres pathogènes, dans l'expérimentation avec les vagues de chaleur que je vous ai montré tout à l'heure, avec le petit soleil, eh bien, on a montré que quand on les met à la chaleur, elles avaient légèrement moins du virus des abeilles, des ailes déformées. Ça peut agir aussi sur le petit coléoptère. Le petit coléoptère, il aime bien les climats un peu tropicaux, subsahariens, etc. Donc s'il fait plus chaud en France, eh bien quand il va arriver un jour, puisqu'un jour il arrivera, puisqu'il est en Italie, donc le plus tard possible, eh bien il risque de se trouver assez bien dans les pays, au niveau de la Méditerranée, et puis un peu moins bien au nord de la France. Le couvain plâtré, je viens de vous en parler. Hein, voilà. Atinea tumida aussi. Alors ça, je vous ai mis ça pour la beauté de cet animal. Le guêpier. Hein, le guêpier, maintenant, on en a bien au-dessus de la Loire. Moi, quand j'étais petit, dans la Sarthe, on n'en voyait pas. On n'en voyait pas dans la Loire. Et là, il y en a dans la Loire. À Avignon, on en a. Hein, et on a même des sites où ils se reproduisent. Alors, on ne les dit pas parce qu'il ne faut pas les déranger. Voilà, alors c'est pas un problème hein, pour nos abeilles. En plus, c'est hyper protégé, c'est un bel oiseau, mais ça mange quand même des abeilles. Et pour ne rien vous cacher, j'ai été une fois en Croatie et puis on a été visiter un éleveur de rennes. Donc, il vendait des rennes et il en avait plein. Et donc, il en avait tellement que c'était embêtant pour son élevage de rennes parce qu'il lui bouffait ses rennes, quoi. Voilà, mais heureusement, nous, on va le voir arriver comme un très très bel oiseau. Puis peut-être qu'alors on ne sait pas qu'il mange les frelons asiatiques, ça serait cool. Voilà. On va les dresser aux frelons asiatiques. Alors maintenant, on a Tropilelaps. Alors Tropilelaps, vous voyez, c'est ce petit acarien qui est sur le thorax là, de cette abeille. La photo a été prise dans le sud-est asiatique. Et donc, il ressemble pas mal au varroa, sauf que contrairement à varroa, il a besoin de couvain pour survivre. S'il n'est pas dans le couvain pendant, je crois que c'est 40 jours ou 30 jours, il meurt. Voilà. Donc, alors là-bas, dans le sud-est asiatique, il est très adapté à Apis cerana. Mais comme ils ont importé nos abeilles, là-bas, l'abeille Apis mellifera, parce qu'elle est beaucoup plus productive, eh bien forcément, il est passé, cet acarien, sur Apis mellifera. Et il se reproduit aussi très bien dans le couvain d'Apis mellifera. Donc heureusement, il y a ce côté couvain qui met une barrière. C'est-à-dire, si on l'avait en France, je pense que dans le sud de la France, il pourrait survivre. Mais ici, quand il fait un peu froid l'hiver, vous n'avez plus de couvain et là, il mourrait. Donc heureusement.
Mais avec le réchauffement climatique, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'un jour, il y a un idiot qui va s'amuser à... Parce que c'est ça, hein, c'est souvent, hein, regardez, à chaque fois, c'est un apiculteur, enfin pas à chaque fois, mais qui se dit, bah oui, moi, je vais importer des rennes parce que je sais que de toute façon, je saurais bien savoir qu'il n'y a pas de varroa sur mes abeilles. Et puis tac, le varroa, il a été introduit dans des îles comme ça. Voilà. Et puis là, il y a le même risque. Hein, le risque, c'est pas qu'ils viennent tout seuls. Ou alors, ça prendra tellement de temps qu'on ne sera plus là. Le risque, c'est que quelqu'un, amène du couvain pour faire un greffé, je sais pas quoi, de ces régions-là, et puis qu'on l'ait comme ça. Et là, ça risque d'être vraiment problématique parce que le climat va évoluer et puis favorablement pour que ce parasite puisse s'adapter chez nous. Et à terme, si le climat évolue comme on le prévoit, eh bien, il y aura peut-être aussi une possibilité que beaucoup de ces colonies qui sont entre nous et puis le sud-est asiatique, eh bien, n'aient pas de rupture de couvain pendant l'hiver et puis progressent comme ça petit à petit vers chez nous, quoi. Alors, maintenant, impact du réchauffement climatique sur les pratiques apicoles. Alors, finalement, cette abeille-là, elle a de la chance. Parce que les colonies, elles sont où? Elles sont chez les apiculteurs. Donc les apiculteurs, ils ne sont pas idiots, vous n'êtes pas idiots. Quand vous allez voir que dans le Midi, finalement, on ne va plus sur la lavande parce qu'à chaque fois, on revient et puis avec rien, parce qu'à chaque fois, il fait trop sec, vous irez plus sur la lavande. Hein, et donc, vous allez adapter, si vous voulez, vos comportements apicoles vis-à-vis de ces modifications climatiques. Et vous allez faire en sorte de trouver le meilleur environnement pour vos abeilles. C'est ce que vous faites déjà. Et puis alors, s'il se met à faire trop froid, peut-être, pourquoi pas. Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être pas. Eh bien, et là, on en parle de plus en plus du calorifugage des ruches. Hein, c'est un sujet depuis 10 ans qui fait beaucoup de publications. Et puis, alors, ce qu'il faudra aussi bien faire attention, c'est le développement de vos colonies. Si vous travaillez avec des écotypes locaux, ils vont se développer à peu près comme il faut. Mais nous, par exemple, à Avignon, on a quelques ligusticas qui là, les ligusticas, elles ont 7-4 de couvain, quelquefois plus que ça aujourd'hui. Hein, mais si on a une période de froid ou de pluie pendant 3 semaines, elles risquent de crever de faim. Et ceux qui travaillent avec la Buckfast, il y en a peut-être parmi vous, c'est pareil. Hein, il faut les regarder, vos abeilles, parce que voilà, et le changement climatique, ça risque de nous donner des épisodes où il faudra vraiment faire attention à ce que nos abeilles ne meurent pas de faim au printemps, par exemple. Voilà. Et puis après, on peut se dire, mais après tout, finalement, s'il fait très chaud, par exemple, en Provence, on n'a qu'à importer des abeilles du Sahara et puis voir ce qui se passe. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Donc il faudra changer nos habitudes de transhumance pour les professionnels, hein, qui iront ou qui n'iront pas sur telle ou telle floraison. Et puis, pourquoi pas abandonner pour certains d'entre vous certains écotypes au profit d'autres abeilles plus adaptées. On va en reparler tout à l'heure. Alors, il y a 2 scénarios. Si les changements climatiques se font de façon lente, on peut espérer que nos abeilles réagissent, que les écotypes, s'il y en a encore,
Enfin, ils ne sont pas purs de toute façon, mais s'il y a des écotypes locaux, ces écotypes locaux, ils vont s'auto-sélectionner. Si vous faites de la sélection via les apiculteurs, hein, vous allez greffer sur vos meilleures colonies. Donc, vous pourrez avoir comme ça une réponse à la sélection qui permettront à vos abeilles de s'adapter. Les quelques colonies sauvages qui existent actuellement en France, c'est pareil. Si les changements climatiques arrivent de façon progressive, on peut espérer que ça se passe pas trop mal. Par contre, si on a affaire à des changements climatiques rapides, ça veut dire que là, il va y avoir des changements profonds dans la flore, donc dans la production de nectar et de pollen. Et la question, c'est de savoir est-ce que l'adaptation de l'apiculteur et des abeilles sera possible. Probablement oui, mais il faudra que l'apiculteur soit vraiment vigilant, quoi. Hein, encore une fois, moi, je vous verrai tout à l'heure, je ne crains pas une disparition de l'espèce Apis mellifera, de nos abeilles domestiques. Non, parce qu'il y a des abeilles domestiques qui vivent dans des climats très très froids et très très chauds. Hein, et donc finalement, on a le potentiel génétique pour que les abeilles, via les apiculteurs maintenant, parce que encore une fois, ils sont dans les mains des apiculteurs, trouvent des solutions raisonnables. Voilà. Mais par contre, les colonies sauvages, elles n'auront pas le temps de s'adapter, elles mourront. Et puis, les sous-espèces, certaines sous-espèces comme l'abeille du Sahara, eh bien, il faudra les conserver, soit dans l'azote liquide, soit faire des conservatoires, les bouger pour ne pas voir disparaître ces richesses, comment dirais-je, de l'humanité. Alors, comme je vous le disais, vous le savez sans doute, il y a 9 espèces d'abeilles dans le monde. Il y en a 8 qui sont dans le sud-est asiatique. Hein, et puis, notre abeille, Apis mellifera, qui produit beaucoup plus de miel et qui est originaire d'Afrique, d'Europe et puis du Moyen-Orient, qui a été exportée partout dans le monde parce qu'elle est beaucoup plus intéressante pour les apiculteurs. Et donc, notre abeille, mellifera, eh bien, elle est dans des climats très différents, je viens de vous le montrer. Et donc, il y a à peu près 25, même plus que ça, presque une trentaine de sous-espèces Apis mellifera dans le monde. Hein, des sous-espèces donc, qui ont été bien identifiées et qui sont ou qui étaient à l'époque bien adaptées à leur environnement. Donc ça c'est vraiment encourageant parce que voilà, c'est un potentiel génétique qu'on pourra éventuellement utiliser et qui montre que notre abeille, elle a des capacités d'adaptation dans des climats qui sont très divers. Donc, a priori, une grande biodiversité, diversité génétique, et puis possibilité de l'utiliser en apiculture, pour nous adapter. Alors, donc, ça, les enjeux de l'adaptation à l'apiculture, ils sont un peu différents. En France, par rapport aux États-Unis, par exemple, ou en Allemagne, aux États-Unis et en Allemagne, ils sélectionnent beaucoup leurs abeilles. Notamment aux États-Unis, il y a simplement quelques producteurs de rennes qui vont envahir le marché de rennes, et donc forcément ça aboutit à une diversité génétique beaucoup moins importante. En Allemagne, c'est pareil, ils ont été très bons à sélectionner et vraiment ils ont eu un gain de production de leurs abeilles qui est incroyable, quoi. Ça, bravo pour les sélectionneurs. Par contre, ils ont perdu de la diversité génétique. En France, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'inverse. Depuis 40 ans, on importe des abeilles, on fait des hybrides, parce que, excusez-nous, mea culpa, mais c'est les travaux de l'INRA à l'époque, il y a 50 ans ou 40 ans, qui ont montré que quand on croisait Ligustica avec Caucasica, ça nous donnait une reine italo-caucasienne qu'on faisait féconder par les mâles noirs qui nous entouraient.
Et là, ça vous donnait une bombe. Hein. Et, non, mais c'est vrai. Et les apiculteurs, alors peut-être pas les amateurs, ils s'en fichaient parce qu'on n'a pas forcément du miel des ruches pour avoir beaucoup de miel. On veut un peu de miel et puis on s'en fiche de ça. Mais ceux qui en vivent, les professionnels, ils se sont dit, mais ouais, elle faisait au moins 50, voire moitié plus de miel. Donc pour eux, ça a été très, très intéressant. Et donc, eh ben, ils ont fait ça pendant des générations, des années, et on continue encore plus actuellement. Il y a les producteurs de gelée royale. Eux, ils ont une hybride qu'ils ont commencé à travailler il y a 40-50 ans avec justement Ligustica, Caucasica, des hybrides qu'ils ont sélectionnés. Et puis un jour, ils ont vu qu'en Chine, ils avaient fait du très très bon travail avec Ligustica, qui avait été importé en Chine. Pardon. Et donc, les abeilles chinoises produisaient à peu près 5 fois plus que les meilleures françaises. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont importé les abeilles chinoises et ils sont aperçus qu'effectivement, elles produisaient beaucoup, mais elles étaient très, très sensibles aux maladies, etc. Donc, ils les ont croisées avec les leurs, qui étaient beaucoup moins sensibles. Et maintenant, ils ont un hybride qui leur permet de vivre. Alors, on aime, on n'aime pas, mais il faut admettre qu'on puisse faire aussi de la production de gelée royale en France et que des gens puissent en vivre, quoi, hein. Après, moi, je vous dirai rien actuellement, aujourd'hui, même jamais, en disant ce qu'il faut faire ou pas faire. Il faut, je pense, se respecter. Bon, s'il y a des producteurs de gelée royale qui veulent le faire, eh ben, très bien, ils utilisent ces abeilles pour en vivre. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, donc on a importé plein de choses en France. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, je me dis, par provocation, hein, je me dis quoi? Oui, alors ça, je suis en train d'en parler. Je me dis, en France, finalement, comme on a importé plein d'abeilles génétiquement différentes, on a un melting pot, si vous voulez, très, très diversifié en France. Et alors, à côté de ça, il y a les amoureux de l'abeille noire, que je salue, parce qu'il y en a certainement dans la salle, qui, eux, veulent prélever cette richesse hein, qu'on a encore. Enfin, il n'y en a plus malheureusement beaucoup, mais il y en a. Et parce que si les abeilles noires disparaissent, parce qu'on les a tellement remplacées par d'autres sous-espèces, eh bien, il n'y en aura plus, quoi. Et on va perdre cette richesse, au même titre qu'on pourrait perdre la saharienne 6. Donc, il faut la protéger, cette abeille noire. Hein. Donc là, on est devant un système, moi, je suis un peu perdu, je vous dirais. Hein, parce qu'il faut la préserver. Mais est-ce que c'est les abeilles noires qu'utilisait mon grand-père, par exemple, dont on aura besoin si le climat change très rapidement? Moi, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'on aura... vous voyez, par exemple, en France, on a quand même quelques petites populations d'abeilles qui résistent au varroa. Moi, j'en connais depuis très longtemps. Ceux qui font de la sélection en Allemagne ou aux États-Unis, ils ont pratiquement pas... ça n'existe pas chez eux. Hein, parce qu'ils ont sélectionné. Nous, on a fait l'inverse. On a fait n'importe quoi. Et peut-être que dans ce mélange de gènes, eh bien, on va avoir des écotypes locaux qui vont pouvoir s'adapter justement parce qu'ils ont une diversité génétique intéressante. Voilà, moi je pose la question. Je ne vous dis pas que ça va se faire, mais par contre, si vous me dites, allez, dites-moi qu'est-ce que vous préférez, eh bien, moi ce que je préfère, oui vraiment, c'est de favoriser les écotypes locaux, quels qu'ils soient purs ou pas abeilles noires. Je veux dire, bon, pour moi, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je pense que c'est un autre problème. L'abeille noire, est-ce qu'on veut la conserver? Eh bien, si on veut la conserver, il y a deux solutions. C'est les conserver dans l'azote liquide.
Donc, oui, mais pour le sperme, c'est possible déjà. On travaille actuellement sur les œufs fécondés. Bon, ça avance, mais il n'y a pas encore de progrès. Voilà. Et puis, on peut aussi faire des conservatoires. Mais les conservatoires, moi, ça fait 40 ans que je suis à l'INRA, j'en ai vu des conservatoires. Hein. Euh, alors, ils sont financés par les pouvoirs publics pendant 4 ans, et puis pendant 4 ans, puis au bout de 8 ans, on leur dit, ben non, maintenant, place aux autres, il n'y a plus d'argent, et puis toc, ça s'arrête. Donc, si vous voulez, là, il faut qu'il y ait une volonté politique ou une volonté tout court forte pour pouvoir faire ça. Donc, une possibilité qui se développe actuellement, c'est de dire aux apiculteurs, bah, si vous avez des colonies si vous voulez mettre des colonies d'abeilles dans les réserves naturelles françaises, vous amenez de la noire. Voilà, ça peut être une possibilité. Voilà, donc tout ça c'est complexe. Ça, je viens de vous en parler. Voilà, pour conclure, on a parlé de réchauffement climatique actuellement. Hein, mais je vous ai bien montré en introduction, c'est un des stress qui menacent nos abeilles. Tous les autres stress, les pesticides, les maladies, tout ça, eh bien, tout ça, ça agit en interaction. Et donc, c'est ça qu'il faut considérer. On a un espoir, c'est que finalement, il y a une grande diversité de l'espèce Apis mellifera dans le monde, donc tant mieux. Nous, on a modifié l'environnement de nos abeilles et notre environnement. Eh bien, si on veut les conserver, à nous d'agir pour faire des conservatoires, pour sauver nos abeilles. Comme je vous le disais, nos abeilles, elles sont dans nos mains, donc à nous de les gérer convenablement. Et puis, il ne faut pas oublier de dire aux hommes politiques que comme les abeilles, elles sont dans les mains des apiculteurs, eh bien, il faut qu'on soutienne aussi les apiculteurs. Parce que si on ne soutient pas les apiculteurs, eh bien, moins d'apiculture, ça voudra dire moins d'abeilles et puis moins de pollinisation, etc. Et pour finir, là, j'en ai pour 5 minutes à peine. Pour vous dire, voilà, je vous ai parlé de notre abeille qu'on aime, qui est formidable, qui est sociale, qui est eusociale, etc. Mais on parle de plus en plus des autres abeilles. Hein. Souvent, je dis, quand on parle d'abeilles, c'est comme si on parlait des oiseaux. Il y a plein d'espèces d'oiseaux, il y a plein d'espèces d'abeilles. Il y a environ 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, dont entre 900 et 1000 en France. Hein. Et ces abeilles, elles ont des formes, vous voyez, comme celle-là, des formes différentes. Vous connaissez le xylocope, là, ce gros truc qui fait peur à tout le monde, qui est inoffensif. C'est une abeille, c'est la plus grosse abeille en France, pas dans le monde. Et ces abeilles-là, la plupart d'entre elles ne sont pas sociales. Hein, vous avez les bourdons qui sont sociaux. Vous avez certaines espèces qui sont semi-sociales, etc. Mais la majorité d'entre elles, elles sont solitaires. Donc c'est la maman qui fait le nid, qui pond les œufs et qui s'occupe de tout. Hein, donc la maman, si vous la tuez avec un coup de pesticide, eh ben, vous tuez le nid. D'accord ? Alors que nos colonies d'abeilles, eh ben, elles ont la chance d'être d'entre vos mains. Donc, vous commencez malheureusement, alors ça c'est incroyable d'avoir à dire ça, de dire non, mettez pas vos abeilles proches de cultures intensives parce que forcément elles vont se prendre du pesticide. Mais si elles se prennent des pesticides, souvent ce qui arrive, c'est que ça tue les butineuses et pas toujours les nourrices. Donc la colonie, moi quand je suis arrivé à Avignon, sur la colline de Caumont, là, on avait un coup de pesticide tous les ans. Et on voyait un paquet d'abeilles, c'était il y a 30 ans de ça, un paquet d'abeilles, ça y est, ils ont traité. Puis à l'époque, tout le monde s'en fichait. Alors, et puis en fait, on s'est aperçu qu'au lieu de diviser les colonies pour faire des essaims, comme ça, elles repartent et puis tant mieux, quoi. Voilà, ça nous évitait de diviser les... Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'elles ont la chance, ces abeilles, de vivre en groupe, ce que n'ont pas la chance de la majorité de ces abeilles-là. Hein, donc, un coup de pesticide, le nid meurt.
Nos abeilles, vous allez pouvoir les transhumer. Avant, elles ne pouvaient pas transhumer, elles pouvaient simplement essaimer. Nos abeilles, elles vont butiner jusqu'à 3 km. Mais la majorité de ces abeilles-là, elles sont petites. Elles font leur nid dans la terre et elles vont butiner dans un rayon de quelques centaines de mètres, quoi. Donc, si vous bousillez leur environnement autour, elles meurent. Donc, c'est pour vous dire qu'elles sont beaucoup plus fragiles que les nôtres, ces abeilles-là. Donc, il faut vraiment avoir ça dans nos discussions vis-à-vis des décideurs, qu'il faut aussi les protéger, éviter de leur proposer des environnements comme vous les voyez là, parce que de toute façon, là, ils n'y sont plus, donc c'est même plus la peine de les protéger, vous n'en trouverez plus dans ces environnements-là, qu'elles vont être certainement beaucoup plus sensibles aux conditions climatiques que les nôtres, parce que les nôtres, on peut s'en occuper, les transhumer dans des meilleurs sites. Elles, ça ne sera pas la même chose. Donc il faut créer des ressources comme les haies, les bocages, etc. Continuer à faire des champs fleuris. Bon, alors, voilà, c'est ce qu'on fait. On se dit, ouais, on remet des haies, on fait des... on fait des champs, comme ça, des bordures, et puis quelquefois l'agriculteur, enfin j'espère qu'il n'y a pas d'agriculteur parmi vous, mais mon père il était agriculteur, alors je peux y aller. Et puis ça, vous voyez, c'est bien, c'est bien pour l'œil, quoi, c'est bien pour le politique. Mais concrètement, si vous mettez ce champ-là à côté d'un champ qui est traité, qu'est-ce qui va se passer? L'agriculteur, il vient traiter avec son insecticide, et puis voilà, c'est un piège mortel pour les abeilles. Donc non, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire de façon raisonnable, etc. Et c'est bien, c'est un premier pas, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas du tout assez, il faut aller plus vite et il faut aller beaucoup plus. Voilà, mais c'est bien de le faire. Et vous voyez, regardez les politiques, on dit ouais, les néoniques, on les a interdits, c'est bien, c'est super, mais il faut continuer. Le message qu'on ramène à la maison, c'est qu'il faut soutenir ces abeilles face au changement climatique, améliorer les pratiques apicoles pour nos abeilles, mais pour aussi toute la biodiversité. Vous savez que 70% des insectes ont disparu. Tout à l'heure, on a parlé avec monsieur le sénateur. Moi, quand j'étais... ça fait 35 ans que je vis à Avignon. Il y a 35 ans, quand j'allais à Avignon, que j'allais voir mes parents dans la Sarthe, je m'arrêtais 3 fois pour laver le pare-brise. Maintenant, quand je viens dans la Sarthe, je ne m'arrête pas. Donc, voilà, il faut soutenir les agriculteurs et surtout pas les montrer du doigt, parce que ça ne serait pas bien. Mais il faut travailler avec eux pour modifier les pratiques agricoles. Réduire l'utilisation des pesticides, alors ça c'est oui, tout à fait. Et puis garder et donner plus d'espace à la biodiversité. Les champs fleuris, c'est bien, mais bon, c'est pas assez. Les abeilles, ce sont des sentinelles de notre environnement. Il faut les conserver pour nos enfants et nos petits-enfants. Elles sont d'une importance considérable, vous le savez, pour non seulement le miel, etc., mais la pollinisation. Et quand elles seront parties, elles sont irremplaçables, il n'y en aura plus. Et on ne peut pas se permettre de les voir disparaître, ce n'est pas possible. Vous savez qu'il n'a jamais dit ça, Einstein, mais on lui a fait dire que quand les abeilles auront disparu, nous, on ne sera pas loin de disparaître. Tout le monde est d'accord pour ça. Donc c'est maintenant qu'il faut faire. Sauver les abeilles, c'est sauver l'humanité. Donc allons-y, mais de façon positive. Vous voyez, moi, je dis, on a fait beaucoup de progrès depuis 40 ans, mais on n'en a pas fait assez. Alors bravo pour les progrès qu'on a fait, mais on n'en a pas fait assez. Il faut aller plus vite. Voilà. Merci de votre attention.